j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, le stand-up est un milieu improbable. Parce qu'il faut être un peu, je pense de toute façon, il faut être un peu chelou pour se dire tiens, je vais monter sur une scène et raconter. Et c'est ce qu'on disait avec Clément Andréoli au tout début, on commençait, on se disait putain, c'est quand même bizarre parce que on fait le truc qu'on adore le plus, raconter des blagues, et sur lequel on met le plus d'affect. Tu vois, c'est vraiment pour moi, quand je suis avec mes potes, il faut que mes potes rigolent quand je fais une blague. Tu vois, donc je vais faire au mieux, et on fait ça. On veut tellement le faire qu'on le fait devant des gens qu'on connaît pas sur une scène, et si ça foire, ça va nous mettre trop mal. Tu vois, et faut vraiment être malade pour faire ça. Tu vois. Donc ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont bizarres dans la manière dont ils te contactent. C'est un milieu passionnant. D'ailleurs, en parlant de gens bizarres, on est obligé d'en parler rapidement. On va pas en faire un truc là-dessus, mais Louis C.K., il est tombé. Ouais. On va pas en parler des heures, mais il faut quand même le dire parce que nous, c'est quand même une des premières références de chacune des personnes qui s'est lancée dans le stand-up que je connais, tu vois. Et il faut en gros, moi, ce qui s'est passé, alors pour rappeler l'affaire, pour ceux qui suivraient pas forcément les actualités stand-up, Louis C.K. c'est un des plus grands stand-uppers modernes, voire le plus grand stand-upper moderne. Et il y avait des rumeurs sur lui comme quoi il faisait un peu de la merde dans les salles d'écriture de comédie. Et effectivement, c'est des rumeurs qui ont souvent été balayées au point où des gens comme Jon Stewart, comme Bill Burr, on dit bah moi en vrai j'ai écouté ces rumeurs, mais mon pote me disait que c'était pas vrai et j'ai écouté mon pote, comme tu peux écouter tous tes potes, et il y a des rumeurs dans le milieu. Et effectivement, là, il y a une semaine, c'est tombé. Et en fait, effectivement, Louis C.K. s'est masturbé devant 7 ou 8 femmes. Moi, j'ai entendu 5, mais je pense qu'il y en a plus. Ouais, voilà, où il fermait la porte et il utilisait le fait d'être un peu une star de la comédie pour dire à ces femmes, bah rentre dans cette salle et je vais me masturber devant toi. Donc voilà, bah écoute, agression sexuelle personnifiée et puis glauquissime, surtout, non pas surtout, mais aussi. Et du coup, bah, c'est la fin d'une idole entre guillemets, au point où moi, quand j'ai appris cette histoire, je sais que je suis rentré de soirée vendredi. Je crois que c'est tombé vendredi dans la journée ou jeudi dans la journée. Je suis rentré vendredi de soirée et j'étais tout seul chez WAM et je me suis mis le dernier spectacle de Louis C.K. sur Netflix. C'est la dernière fois. C'est en mode non mais vraiment quasiment avec la musique de James Blunt derrière. Tu vois Goodbye My Lover. Tu vois genre et je regardais, je me suis dit vas-y, juste regarde pour voir ce que ça te fait de voir Louis C.K. parler là. Et bah, au bout d'un quart d'heure, j'avais une sensation de glauque. Il me faisait même là à ce moment-là. Et fin d'une idole, quoi. Genre, c'est dur quand même, non ? Moi, je pense qu'on est aussi en train d'apprendre à désacraliser les gens et à se dire aussi, à accepter le fait que bah, tu peux dire bah, j'aime plus ce mec-là parce qu'il a un comportement horrible, parce que. En fait, moi maintenant, ce qui me permet. En fait, vraiment pour Louis C.K., tu sais, quand il est passé à l'Olympia, la rumeur elle était déjà là. Hein. Et moi, j'ai vraiment. Fait un peu exprès de faire genre mais non c'est des conneries, alors qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui en parlaient, tu vois. Jon Stewart a fait abstraction à cette époque-là, genre on va pas nous jeter la pierre, tu vois. On allait voir je ne jette pas la pierre, mais je me dis j'ai volontairement Bill Cosby, il m'a fallu bien 2-3 meufs avant de me dire ouais ok peut-être qu'il viole des meufs, tu vois. Et parce qu'en fait t'as pas envie, c'est normal, je sais pas si c'est normal, mais je pense que c'est un réflexe naturel, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'a apporté tellement, t'as pas envie de le jeter tout de suite, tu vois. Et en fait maintenant c'est pour m'aider à faire ça, je pense à. En fait, j'imagine les 5 meufs devant qui Louis C.K. s'est masturbé, qui ont été choquées, tu vois, et qui ont vraiment enterré ce truc. Enfin, c'est horrible, tu vois. Nous, ça nous est. Enfin, je pense que toi et moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un fasse ça. Donc, on peut même pas imaginer à quel point c'est horrible. Et je les imagine dans les coulisses de l'Olympia, en train de voir des milliers de gens faire genre, il est trop fort, c'est un génie. Et être là, genre, vous savez pas, il est horrible. Tu vois. Et ça m'aide à me dire, ouais, peut-être plus envie de mettre du côté de ces meufs-là. Et des mecs forts qui font des blagues, il y en a, tu vois. Il y avait un article, je sais plus, qui disait peut-être que Louis C.K. a pris la place de quelqu'un qui est beaucoup plus clean. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il est génial, parce qu'on sait qu'il est génial. Mais peut-être qu'il y a des mecs géniaux enfin, je sais pas, genre Seinfeld, j'ai l'impression qu'il est clean, par exemple. Il y a des gens où en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens où on a l'impression qu'ils sont clean. Après, on peut être surpris partout. C'est pas parce que Louis C.K. est pas clean que ça veut dire y a plus personne. Tu sais, j'ai entendu des mecs qui disent moi je fais quoi, y a plus personne, y a plus d'humoristes. Ouais, mec, il y en a. Il y a eu des millions. Mais je pense que ça pose plutôt la question pour moi, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, ça pose plus la question du rapport aujourd'hui entre la réussite et la morale, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus tu réussis, plus t'as accès. Bah ça, c'est Adrien qui disait ça dans le premier épisode. Je fais des ponts entre les épisodes, c'est fou, hein. Mais en vrai, je crois qu'il disait ça. Il disait que plus t'accèdes à de l'argent, de la notoriété, des choses comme ça, plus en fait ton catalogue de vie s'est élargi, parce que tu peux faire de plus en plus de choses. Et je crois qu'aussi, on est aujourd'hui dans une période où il y a un gros rapport à faire entre la réussite et la morale, quoi. C'est que plus les gens réussissent, plus ils deviennent chelous, j'ai l'impression aussi. Oui, parce que je pense que tu as accès. En fait, c'est.
sais, même moi, à l'étape où je suis, et tu vois, je suis une espèce de micro-célébrité, tu vois, me rendre micro, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, ça arrive, c'est pas souvent, mais ça arrive. C'est vrai, un jour j'étais là et quelqu'un t'avait reconnu, je m'en souviens très bien. Merci de valider mon propos. et des fois, même, tu sens qu'il y a des fois des gens qui t'envoient des messages, enfin, tu vois, et tu te rends compte que je me disais des fois, si j'avais cette fibre un peu perverse, bah, il y a des meufs où je sens que j'ai un ascendant sur elles, tu vois. Juste du fait de ma visibilité, de ce que j'ai fait, parce qu'elles aiment mon travail, etc., tu vois. Et en fait, tu te dis déjà, rien qu'à cette étape-là, je pourrais en jouer pour venir à mes fins, qui seraient éventuellement coucher avec elles, tu vois, ou faire des trucs. Et je me dis, si à ce stade-là, déjà t'as ça, mais quand t'es méga connu, tu dois forcément vriller parce que déjà tu connais plus de vrais gens, t'es dans des sphères qui sont complètement délirantes, plus t'as beaucoup d'argent. Enfin, je pense que c'est une succession d'étapes et d'échelles qui fait que t'arrives à un endroit où en fait, ouais, tu vrilles, tu vois. Ouais, si t'es pas stable, tu vois. Et ouais, non, mais je pense que. Après, c'est toute une génération. En fait, moi, c'est aussi un truc, en voyant Louis C.K., c'est une réflexion que je m'étais fait. Je me suis dit, putain, mais il faut quand même faire gaffe à comment on fait exploser ces histoires-là, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on va bientôt apprendre que tous les gens de plus de 40 ans qu'on connaît, connus, je veux dire, enfin des gens qui ont réussi de plus de 40 piges, en fait ils vont tous tomber un par un, tu vois, genre tant mieux. J'ai l'impression, oui, non mais tant mieux dans l'idée, mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que on est dans une époque aujourd'hui où effectivement il y a un schisme entre guillemets entre deux générations, où effectivement les gens de plus de 40 ans ils ont été élevés dans le Hollywood des années 70. Je pense que entre le LSD, les gamines de 14 ans dans les piscines et des trucs comme ça, enfin je veux dire, tu vois, genre il y avait une blague sur Instagram qui disait Tom Hanks a encore été épinglé d'avoir été très sympa avec une femme, et tu vois on sent qu'il y en a quelques-uns comme Tom Hanks, comme Jon Stewart, des gens qui sont inattaquables et que ça se sent quasiment dans leur aura. Et encore une fois on peut toujours être surpris, donc faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, parce que si demain l'article c'est Tom Hanks fait je sais pas quoi fait, on sait jamais, tu vois. Mais j'ai juste l'impression aussi qu'effectivement toutes les idoles qu'on connaît vont finir par tomber parce qu'il y a eu un Hollywood des années 70 avec pas toutes, mais je pense beaucoup. Après, enfin pas beaucoup, je pense juste une partie suffisante pour que ça nous alerte, tu vois. Ok, il peut revenir Louis C.K. rapidement, après on arrêtera d'en parler, mais s'il refait un spectacle dans 3 ans, en fait, I'm sorry, et il commence par j'en ai beaucoup parlé à ma copine au moment de Quanta, tu vois. Ouais. Et en fait mais tu vois, en fait il est en couve, et moi il y a pas longtemps je disais ouais mais il a le droit, c'est son métier, ça fait partie de son métier, tu vois. Sauf que en fait elle me dit ouais mais pas des couves, tu vois. Parce qu'en fait, on n'est pas capable de séparer. Tout le monde dit ouais, faut séparer l'homme de l'artiste. Personne n'est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'on idolâtre forcément les artistes, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Tu vois. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire des blagues là-dessus justement parce que genre Louis C.K., genre quand il se branle devant des meufs dans des hôtels, il n'est pas en train de séparer l'homme de l'artiste. Il est en train d'utiliser son statut d'artiste pour faire ces trucs-là. Tu vois. Et Quanta, pareil, tu vois, quand il défonce Marie Trintignant, elle est avec lui parce qu'elle l'admire, cette espèce de chanteur maudit et tout. Tu vois. Et tout le monde dit ouais il a payé. Alors déjà moi je trouve pas qu'il a payé parce qu'il a fait que 3 ans de prison, tu vois. Pour meurtre c'est pas énorme, tu vois. Plus l'album en soi il mérite pas une couve. Alors ça après moi ce que j'avais dit c'est que tant que la famille de Trintignant est vivant, en fait je trouve ça insupportable de voir la face du mec qui a tué sa fille en première page. Ça reste un meurtrier, tu vois. Et je dis pas qu'il doit payer, genre il doit aller en tôle toute sa vie et tout. Je dis juste que il y a peut-être un écart entre payer et starifier quelqu'un, et peut-être que ces gens-là n'ont plus le droit d'être starifiés. C'est-à-dire que Louis C.K. peut faire des spectacles, mais peut-être qu'on n'est plus obligé de l'inviter sur les plateaux télé. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est la différence entre l'artiste et l'homme. Moi, mon frère, il avait fait une conférence, il est très littéraire, il avait fait une conférence justement là-dessus, sur la séparation entre l'artiste et l'homme, et avec un livre que Proust avait écrit qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, où Sainte-Beuve c'était un critique des années 1900, où en fait il voulait tout savoir à chaque fois sur l'humain pour pouvoir faire des critiques du truc, et Proust était contre ça, notamment parce qu'il avait peur qu'on découvre son homosexualité à l'époque, mais du coup justement en fait il y avait tout un débat dans les années 1900 de savoir est-ce que pour lire quelqu'un il faut avoir lu sa biographie, et du coup ça pose la question pour Céline par exemple, avec Voyage au bout de la nuit, qui est un des bouquins, même moi, enfin c'est un de mes bouquins que j'ai dévoré dans ma vie, tu vois, et avant de savoir ce qui s'est passé, et puis après tu reprends les choses différemment, et effectivement tu te dis par exemple Voyage au bout de la nuit, tu vois. Voyage au bout de la nuit, c'est un livre exceptionnel, alors mais avec un mec qui est clairement antisémite notoire, donc en fait le truc c'est que dans la société moderne est obligé de starifier les gens, donc qui que ce soit, même tu vois, même sur YouTube c'est l'exemple parfait, tu vois, tout le monde est une espèce de petite star, et je pense que tant qu'on sera pas capable de vraiment séparer l'homme de l'artiste en disant putain j'adore ce mec mais c'est un enculé, je lui cracherais à la gueule si je le voyais, personne dit ça. Même tu vois, même Michael Jackson, genre tu imagines, il a quand même des passe droits de dingue quand il dit genre non, juste on dormait ensemble. Ton voisin il te dit ça, il te dit genre non, attends, le petit qui était là, je dors avec lui, juste tu le crois pas, tu vois, tu dirais mais non mais casse-toi, t'es un pédophile. Tu le crois, c'est chelou quoi. Ouais, ça, Michael Jackson c'est genre non, juste on dort, tu vois. Ok, c'est Michael Jackson, tu vois. Et on n'est pas capable de séparer l'homme de l'artiste en fait. Tout le monde dit ouais, faut le faire, on n'est pas capable de le faire.
Et pour finir, ouais, sur Kanta, l'album ne méritait pas une couve, tu vois. Donc en fait, n'importe quel, genre Vianney aurait fait cet album, on l'aurait pas mis en couve. Pourquoi Kanta on le met en couve? Donc parce que la presse papier est en train de, parce que les mecs ils veulent vendre, et en fait ils sont là en disant genre non faut séparer l'homme de l'artiste. Non, vous êtes en train de vouloir faire un buzz et faire vendre des trucs, donc c'est encore pire, et c'est vous les enculés, tu vois. C'est eux les enculés, et puis en plus non seulement enculés, mais en plus un peu pathétique, parce que moi je trouve qu'il y a ce côté de, enfin je trouve que ça se sent dans cette une de on vend moins de journaux qu'avant, et qu'il faut absolument qu'on ait un truc. Là je pense qu'ils ont tiré à 2 fois plus d'exemplaires. Un pote qu'on connaît qui bosse un peu avec les Inrocks, qui dit ça, c'est la une qui est le plus vendue dans l'année. Et tu sais les mecs qui sont là genre attends, est-ce qu'on peut faire une belle une avec un sujet intéressant, ou on va mettre un meurtrier en couve, genre go meurtrier en couve, tu vois, putain vous êtes pas mieux qu'Ibra TV sur YouTube quoi. C'est exactement ça. Encore j'ai pas mal de questions en vrai, hein. Genre ça va, faut que ça aille. Pardon. Non c'est moi, c'est de ma faute, je gère mal pour l'instant, mais on est très bien là. Je sais pas si je vais commencer avant, parce qu'il y a le sujet de la semaine qui va arriver. Mais avant, je suis venu que pour ça, après je m'en vais. Tu dis le sujet de la semaine. Avant, moi j'ai envie de parler de 2 trucs très rapidement, du coup 2 choses qu'on est obligé d'en parler parce que c'est arrivé cette semaine. Et Trump, 1 an de présidence. En fait l'année c'est pas plutôt en janvier? Bah ouais, 1 an de son élection. Ouais, 1 an de son élection, ouais. Et ça a beaucoup fait parler. Et moi j'ai fait donc un épisode avec Adrien là-dessus spécifiquement, donc on va pas en parler des heures. Mais il y a John Oliver qui a sorti sa finale season de Last Week Tonight. Et en fait son épisode final de la saison c'est sur Trump. Ouais. Et il a sorti un concept que je trouve dingue, c'est le whataboutism. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Je l'ai pas vu encore, elle est dans un onglet en attente. Mais que je trouve ouf, c'est en fait il explique que Trump utilise, et ça je voulais vraiment parler dans le podcast pour que les gens se rendent compte, mais il utilise une technique de propagande soviétique des années 40 en fait, qui est en fait à chaque fois qu'on l'attaque sur un truc, il dit what about, donc oui mais si on parle de ça, parlons aussi d'eux, et il parle d'un truc qui a rien à voir. Et là il y a un mec de la Fox par exemple, il y a un mec des républicains, les républicains américains, qui s'est fait choper parce qu'il a apparemment couché avec une fille de 14 ans. Et Fox dit oui mais what about Bill Clinton qui s'est fait suicider dans le Oval Office. Et il compare une personne qui a trompé sa femme avec une personne qui a violé une fille de 14 ans. Et il dit que ça c'est une technique soviétique et qui est de plus en plus utilisée par Trump quoi. Mais du coup toi Trump 1 an, trop de choses peut-être, ou pas assez de choses à raconter. C'est que j'avais lu un bout de ce truc dans un article de Vox où en fait ils expliquaient pourquoi Trump bullshit autant. Et en fait c'est une espèce de technique de... Comment dire, en fait, il bullshit de ouf pour voir qui va le soutenir dans son bullshit, et c'est comme ça qu'il sait qui sont les gens fidèles, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire de la merde, mais il sait en plus, tu vois, il sait qu'il dit n'importe quoi, mais après il va regarder qui passe à la télé pour dire ouais non mais il a raison, et c'est comme ça qu'il sait, c'est ouf. Hein. Non mais le mec alors c'est pas du tout un génie parce que je pense que c'est un malade mental, mais il a genre des micro-lumières de... Enfin, il est... Ah mais si, c'est un génie, même John Oliver le dit, en fait, il passe pour un dumb, mais c'est un génie moderne, enfin un génie du mal, quoi. Des micro-trucs, qui a juste, en fait, dans toute sa vie, en étant une espèce de spoil kids d'enfant gâté, il a juste développé des habiletés. Tu vois, comme si un enfant avait grandi dans la jungle et avait développé des habiletés de chasse. Lui, il a tellement vécu dans un milieu de merde, tu sais, vraiment dans la surrichesse new-yorkaise, méga fils d'eux. Je pense il est trop bête, mais il a développé des habiletés de manipulation de groupe pour juste solutionner ses troubles mentaux, tu vois. C'est-à-dire il a besoin que l'attention soit sur lui, donc il a trouvé les meilleurs moyens pour avoir l'attention sur lui. Il a accédé au plus gros poste du monde. Oui, parce que c'est un... déjà parce que je pense moi je crois vraiment au truc de la Golden Shower, tu vois. Et je crois vraiment que la Russie a sur-aidé les élections. Et puis aussi parce qu'en fait... La Golden Shower, c'est... il y a une tape, il y a une cassette. Faut que j'arrête de parler avec des anglicismes. Il y a une cassette. En fait, apparemment, la Russie fait chanter Trump depuis longtemps parce qu'il y a une cassette qui a été filmée au Radisson, je crois, de Moscou, où en fait, il est avec des prostituées et il leur demande qu'elles lui pissent dessus. Tu vois. Et Donald. Et a vraiment... comme il disait dans Vox, il disait on n'a pas la preuve ultime que c'est vrai, mais il y a tellement de trucs qui font que ça... vice versa, que quand le jour on va le trouver on va faire genre bah ouais, bah c'est la jurisprudence Louis C.K. maintenant, genre la rumeur est là, un peu trop grosse pour que ce soit faux en fait, ça, ouais. Mais sauf que c'est le président des States, putain. Du coup 1 an, bon bah écoute, whataboutism, je voulais juste souligner ce principe que je trouve très fou, drôle. mais c'est vrai que faut faire attention à ça parce que on peut voir chez un espèce de je vais dire le mot parce que je le dis jamais dans mon podcast, je jure jamais, mais qui s'appelle Laurent Wauquiez, qui aujourd'hui utilise une vieille technique. Il utilise le whataboutism d'ailleurs beaucoup. Je pense qu'il regarde beaucoup Trump pour faire ce qu'il fait, et je pense qu'il y a un historien qui a souligné un truc assez important, c'est que l'Italie fasciste en fait est devenue fasciste au moment où la droite républicaine et la droite extrême droite se sont vont former qu'un seul bloc et ont créé l'Italie fasciste, et je pense que Laurent Wauquiez est en train d'amener la droite vers là.
Et on a notre petit Trump local. Bon, heureusement, il a pas fait fortune, donc il fait ses conférences dans des champs avec du foin partout. Il ressemble tellement à un mec qui serait cadre à Orléans. Je le vois tellement avec des petites chemisettes. Salut tous les cadres d'Orléans qui m'écouteraient. S'il y en a dans mes 500 auditeurs hebdomadaires, on vous salue quand même. Mais c'est vrai que Laurent Wauquiez, je le porte pas dans mon cœur du tout. Pareil. Sujet de la semaine avant. Oh. Ouais, désolé. Avant, dernière chose, il y a eu Benzema quand même. Il y a eu un documentaire sur lui. Ça va être court. Je connais ton opinion, tu connais la mienne, donc on va pas en parler des heures, mais il faut en parler un petit peu. Il y a eu un documentaire de 2 heures et avant il y avait eu un Canal+ Football Club de 2 heures. Donc en fait, moi j'étais avec Charles Nouveau, on l'a regardé ensemble. On s'est fait 4 heures de Benzema. Donc à la fin, lobotomisé un petit peu, mais. Quel forceur. Mais quel forceur. Mais en même temps, plus je vois le documentaire, à chaque fois je me dis ouais, mais c'est quand même, on peut pas s'en passer. Et toi, t'as des très bonnes raisons, et j'aimerais avoir tes raisons. Non, mais ce que je t'ai dit, c'est sûr et certain que c'est une stratégie de son agent, tu vois. Donc ça veut dire que le documentaire a été vraiment calibré pour ça. Est-ce qu'il parle de l'affaire de la sextape dans le docu? Je l'ai pas vu. Oui, ils en parlent de ouf, mais ce que j'aimerais souligner, t'as vu le docu ou pas? Non. En fait, j'ai pas envie de le voir. En fait, il y a un vrai truc. Le mec est à chaque fois hyper fort dans ce qu'il dit. Et vraiment, tu dis, ok, Benzema, 2018, c'est sûr. Et il dit un truc, tu vois, par exemple, je suis un gars bien, j'ai jamais rien fait de mal et j'ai toujours bossé pour mon pays et tout. Et puis il montre vraiment des images, etc. Sauf qu'à chaque fois, le monteur a fait une connerie monstre. C'est qu'à chaque fois, son propos est corroboré juste derrière par Booba. Et que du coup, ça annule complètement ce que Benzema vient de dire. On a qui pour corroborer les propos de Benzema? On a que Booba en fait. Hein, et en mode, Benzema dit des trucs trop bien en mode ouais, je suis comme ça, mais ça marche bien. Et après, t'as un plan de Booba derrière en mode il est comme ça. Pourquoi vous voulez le changer? Il est comme ça. Et tu sais, limite, il nous insulte et là, t'es en mode ah non, mais en fait, je suis peut-être plus d'accord. Pourquoi vous avez mis Booba pour pouvoir réappuyer ce que dit Benzema, putain? Et je trouve que Booba a été contre-productif. À mon avis, Deschamps s'est peut-être sorti en danger. C'est inattendu. On pensait vraiment que Booba allait être parfait pour convaincre Deschamps. Ça j'ai trouvé ça très très drôle, mais bon, après Benzema 2018, parce que pour moi, et ça c'est mon seul argument d'autorité, mais par rapport au tien qui est bon aussi, c'est que moi il est trop fort pour qu'on puisse s'en passer. Il était trop fort. Moi je pense qu'il est encore trop fort pour qu'on puisse s'en passer, mais toi tu dis un truc très, très juste, c'est que au niveau du groupe, etc. Moi j'ai un avis hyper neutre sur le sujet, c'est-à-dire qu'au moment de la sextape et de l'affaire, je me disais c'est logique de l'écarter, parce que tu vas pas avoir potentiellement, parce que Balbuena aussi a été écarté, tu vois, tu vas pas avoir des mecs qui sèment le trouble, sauf que entre-temps, son niveau a baissé, plus le groupe tournait très bien sans lui. Moi, je suis super neutre sur la vie. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vois, c'est l'équipe de France marche, le groupe fonctionne ensemble. Pourquoi est-ce qu'on viendrait tout chambouler, prendre le risque de rajouter un mec qui peut-être va pas s'intégrer au groupe, parce qu'on n'en sait rien, tu vois. Ou genre Benzema, s'il vient, il est sur le banc, tu vois. C'est ça le problème, c'est que non. Est-ce que tu vas dire à Giroud, qui plante but sur but en équipe de France, il a les mêmes stats que Benzema en club, tu vois, alors qu'il joue pas avec Cristiano Ronaldo. Et tu vois, il plante but sur but et tu vas lui dire écoute mec, je suis désolé, par contre, il y a Benzema qui vient d'arriver, donc tu vas nous faire le plaisir de faire tes valises et de partir, tu vois. Et là, t'imagines le chaos dans un groupe si tu fais ça. Alors que là, en fait, le fait est que ça tourne et que Benzema, on en a pas besoin, tu vois. Le mec, il a les stats de Cabella cette année, Benzema, faut pas l'oublier, tu vois. Et Cabella, on fait pas de docu sur lui au CFC pour dire prenez Cabella en équipe de France, tu vois. T'as terminé sur une pique où j'aurais aimé rebondir, mais il faut qu'on ait le sujet de la semaine. Donc t'as le dernier mot avec Cabella. Bravo, t'as eu le dernier mot avec Cabella. Le sujet de la semaine, un seul mot, mais ça va être. J'ai pas mal de questions pour orienter ce mot-là. On doit plus parler du sujet de la semaine. Moi, le sujet de la semaine, ça va être Internet, tout court. Genre le mot Internet. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce mot-là, et je pense que c'est un mot assez générique aujourd'hui qui a amené pas mal de transformations, etc. Donc il y a des sujets modernes à aborder dessus et en même temps des vieux sujets. Et parce qu'aujourd'hui, la consommation d'Internet, toi qui en plus, t'es très, enfin, tu vois, t'es présent sur YouTube, tu connais bien ce monde-là et moi aussi plus ou moins. J'aimerais déjà voir rapidement, ça va être une des premières questions, mais si en vrai, parce que j'ai essayé de le faire hier et j'ai été quasiment incapable, est-ce que tu arriverais à définir Internet en quelques secondes là? Genre, je crois que c'est un mot tellement générique que j'arrive même plus à le définir. J'avais une blague là-dessus où je disais, en fait, j'expliquais qu'on savait pas refaire de Wi-Fi et c'est encore un truc qui est en préparation, mais à un moment, j'essayais de décrire du coup Internet à une petite fille après l'apocalypse, tu vois, et je disais, tu vois, c'est un truc qui reliait tous les êtres humains entre eux et on pouvait communiquer avec tout le monde de n'importe quelle manière très rapidement. Et la blague, c'était de dire, la petite, elle devait dire putain, mais ça avait l'air génial. Et je fais ouais, non, c'était l'enfer, tu vois. Et vraiment, potentiellement, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire donc, t'amènes la communication directement dans Internet. Parce que la communication, c'est, je crois, 2.0. Tu vois, c'est le côté où on a mis les gens en lien. Internet, à la base, c'est aussi. Non, mais au début, c'était du télégramme plus rapide, quoi. Ça a toujours été du mail. Le savoir aussi. Il y avait ce côté où, quand c'est arrivé en mode, c'est tout le savoir du monde là-dedans. Et mais qui, pour moi, fait partie de la communication, tu vois. C'est de la transmission. Ça, Internet, c'est de la transmission. Donc après, c'est la transmission en vidéo avec YouTube, de la transmission en photo avec Instagram. Enfin, tu vois, je pense
que tu peux tout relier à de la transmission. Ouais. D'accord. Parce que moi, du coup, j'avais cette comparaison de dire qu'aujourd'hui, Internet, pour moi, c'est exactement comme quand tu vas au McDo, tu vois, genre, tu prends un gros kiff de 20 minutes, mais tu le regrettes 2 heures derrière et tu sais que, enfin... Ça dépend ce que tu fais sur Internet. Ouais, mais je trouve que, voilà, pour moi, il y a un gros problème d'Internet, c'est qu'on a inventé Internet avant d'inventer une morale d'Internet. Et du coup, on n'a pas les outils, on a ça. Et moi, j'en suis arrivé à parfois, là, hier, par exemple, c'est arrivé hier. Genre j'ouvre YouTube et moi YouTube c'est vraiment un truc où je consomme on va dire 1 heure de YouTube par jour, un truc comme ça entre les moments où je rentre de scène et les matins ou les trucs comme ça. Et en fait j'en ai tellement regardé des vidéos que maintenant les recommandations sont assez justes. Tu vois il y a la première page il y a des recommandations et j'ai souvent des choses assez justes que j'ai jamais vues et que je vais cliquer. Et hier je suis rentré de scène, je vais sur YouTube et toutes les recommandations étaient soit nulles soit je les avais déjà vues. Et j'étais en colère contre YouTube. Damn. Je dis, ils font mal leur boulot. Et aujourd'hui, on a une attente envers. Donc t'as pris ton téléphone. Allô, YouTube, le service après bordel. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est un monde. Bon, ok. Par exemple, toi, est-ce que t'as un premier souvenir avec Internet ? En fait, je me souviens que je l'ai eu très très tôt. Après, savoir qu'est-ce que j'ai fait au débveux, moi je me souviens juste que des fois, ça paraît incroyable. Enfin, un truc dont je me souviens, ça paraît incroyable, mais comme à la base sur Internet il n'y avait pas beaucoup de sites, tu vois. Je veux dire dans l'internet mainstream entre guillemets, parce que je pense qu'il y avait plein de trucs de nerds qui traînaient partout, mais à la base il n'y avait pas beaucoup de sites. Donc je me rappelle vraiment quand je voyais une pub et qu'il y avait marqué un site internet qui était tu vois, dans les années fin 90, c'est vraiment et on a un site internet, tu vois, c'était vraiment une valeur ajoutée. et ça pouvait être Darty, tu vois, et j'étais là genre attends, www.darty.fr, et je rentrais chez moi et tu sais je tapais pour aller voir, tu vois, il y avait rien, tu vois, tu pouvais pas acheter en ligne, tu pouvais rien faire, juste il y avait peut-être une énorme image, tu vois. Il y avait tellement peu de sites que tu les notais tous, tu vois. Ouais, la vitesse où ça va, la différence entre, là on parle de, il y a quoi, 10 ans 20 ans je pense. Ouais, 20, ça commence à faire 20 ans. Moi j'ai eu Internet en 98-99 je pense. Ah c'est si vieux. Ok, enfin en tout cas ça va vite quoi. C'est-à-dire que moi j'ai revu par exemple la keynote de l'iPhone récemment où quand l'iPhone 1 où Steve Jobs déverrouille en tactile et que je vois un parterre de gens de San Francisco faire wow. Et tu dis merde, c'était il y a 8 ans et ça a impressionné les plus grands génies technologiques. Même à l'époque, la keynote a été diffusée en vidéo sur internet et c'était gueudin. Ouais. Genre wow, ça rame pas, c'est fluide et tout, et tu disais wow. Mais donc j'ai pas mal du coup de sujets à propos de ce. Enfin, j'ai beaucoup préparé le sujet parce que je sais qu'on va avoir des angles intéressants, mais il y a un truc. Il y a un angle de mon frère et de mon père d'ailleurs, ils se sont recoupés pour trouver cet angle-là un jour et je trouve ça vraiment intéressant. Un jour, mon père, il a une petite entreprise dans le Berry où il a quelques employés et en fait il explique que Internet a bugué dans l'entreprise pendant une après-midi et il m'a dit je me suis rendu compte que en fait si on n'avait pas Internet on avait besoin je pense de 4 ou 5 employés de plus parce que on prenait beaucoup plus de temps à faire les choses machin. Et ça vient avec une analyse de mon frère qui dit qu'aujourd'hui, pour résoudre 80% des problèmes du monde, il suffirait de couper Internet, en fait. Donc le chômage par rapport à l'analyse de mon père, mais aussi beaucoup de problèmes par rapport à l'analyse de mon frère. Et qui dit, bah écoute, on n'aura jamais le courage de le faire. C'est trop... Dans le monde aujourd'hui, on a trop besoin du Wi-Fi, de choses comme ça. Mais qu'en fait, limite, aujourd'hui, une des solutions de 90% des problèmes du monde, ça serait de couper Internet. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Non. Non, parce que je pense que ça en créerait d'autres déjà. Ouais. Mais je vois en fait, et c'est considéré qu'une partie d'internet et pas l'autre partie, tu vois, qui est assez pratique et qui, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus fluides de la transmission. Après, c'est vrai que en fait, internet, moi, je trouve est mal utilisé par beaucoup de gens. Mais je sais pas. Mais quand tu sais que 60% de la bande c'est du porno, effectivement, c'est mal utilisé par beaucoup de gens. Non, ça, je pense que c'est bien utilisé parce que du coup, ça permet à tout le monde d'être beaucoup plus détendu. Mais du coup, ouais, toi, tu penses pas parce que limite, on parle de fluidité, mais en fait, à un moment donné, donc là, on va rentrer dans des réflexions peut-être un peu trop philosophiques au comptoir, mais il y a du temps pour quoi faire en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de fluidifier des choses pour en fait se rendre compte derrière ? On en parlait avec Marina dans un podcast. C'est bon, bah voilà, on a fluidifié tout. Maintenant, tout est fluide. Vous faites quoi maintenant ? Et tu sais, c'est tout ce débat sur, par exemple, sur le revenu universel. Il y avait ce débat sur l'oisiveté, quand les gens ont trop de temps pour eux parce que tout est fluide. Bah, ils font quoi les gens ? Bah, ils pensent à leur mal-être et ils pensent au fait qu'ils vont mourir et ils pensent à des choses comme ça. Il y a énormément de divertissement aussi. Il y a le divertissement. Qui est proposé par internet, tu vois. La société du spectacle. Est-ce qu'on est dans une société de divertissement aujourd'hui du coup ? Oui, bah en tout cas dans une société qui offre beaucoup de divertissement et qui met ça vraiment au cœur du truc, c'est-à-dire que tu vois quand même que les gens les mieux payés, c'est les gens qui s'occupent du divertissement, tu vois. Ça, c'est sûr. Alors là pareil, on va rentrer dans un truc de comptoir, mais Vas-y. c'est bizarre que ce soit pas les gens qui transmettent le savoir, tu vois. C'est bizarre que ce soit pas les profs par exemple. Bah oui. C'est-à-dire que c'est un investissement sur le long terme, tu vois. C'est vraiment dire, ok, on va mettre de l'argent sur les profs de maternelle et de primaire, et logiquement, dans 25 ans, cet argent on le récupérera parce que les gens qu'on aura seront beaucoup moins cons, donc on aura beaucoup moins de mal
le pays ira mieux et en plus on n'aura pas à rattraper leurs conneries, tu vois. Je veux dire, peut-être qu'il y aura moins de crimes, donc on aura, enfin tu vois, tout un tas de trucs où c'est une économie, mais sauf qu'on le fait pas, tu vois. Mais après, dans le monde dans lequel on vit, il y a le fonctionnariat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le fait d'avoir un emploi à vie, c'est aussi aujourd'hui si tu es prêt à vivre chichement, c'est quand même enfin c'est Claude Barthelone je crois qui avait dit ça et j'aime pas tout ce qu'il dit, mais il avait utilisé cette phrase que je trouve ouf en disant que le fonctionnariat c'était le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et je trouve que voilà, effectivement, s'ils étaient un peu s'il y avait une revalorisation salariale, peut-être que ça amènerait plus de gens à vouloir faire ce métier-là. Mais ça enlèverait le fonctionnariat. Mais effectivement, il y a ce côté aussi où, c'est des métiers aujourd'hui, la transmission de savoir. Ouais, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être mettre plus de thunes dedans. Mais après, est-ce qu'Internet justement n'est pas là pour aiguiller aussi l'éducation des gens au final à un moment donné où... Ouais, mais on se rend bien compte que les gens vont. Enfin, après, je sais pas qui je suis pour dire ça, mais que les gens vont pas forcément tout le temps dans la bonne direction de l'information. Et sans parler d'opinion, mais juste en parlant de véracité et de confiance. Et c'est marrant parce que tu parlais du McDo. Internet, en fait, les algorithmes sont faits pour satisfaire les envies des gens. Ouais. Mais en fait, tu te rends compte que si tu satisfais uniquement les envies des gens et que jamais tu forces un peu un truc, c'est comme si tu dis à un ado, écoute, c'est toi qui choisis où tu manges tous les midis, tu vois. Et il va dire, bah écoute, c'est ce qu'on va faire, on va manger au McDo tous les midis, tu vois. Et en fait, tu sais que c'est pas bien pour lui de manger au McDo tous les midis. Ça veut pas dire qu'il est con, ça veut pas dire que. C'est juste qu'en fait, t'as un truc qui est beaucoup plus tentant qu'un autre. Donc et là, tous les trucs complotistes ou les divertissements un peu racoleurs et putassiers, c'est les premiers trucs qui vont venir à toi sur Internet. Et pour aller vers sans parler de, je dis pas aller lire des articles du monde diplomatique, je parle juste d'avoir des trucs un tout petit peu plus enrichissants. Bah faut faire un effort et Internet te pousse plus à faire cet effort et c'est pour ça que oui, en fait, en soi, je sais plus c'était quoi le début de cette non mais c'est ça, c'est le fait qu'aujourd'hui on n'a pas inventé de morale d'Internet avant Internet, enfin ça c'est le grand chapeau de notre discussion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi pour aller dans ton sens, j'ai pour préparer ce podcast, je me suis connecté sur Facebook et j'ai noté les 3 premiers trucs que je voyais, genre vraiment au hasard. Il y avait un article sur Kim Jong-un qui allait potentiellement encore péter un plomb parce que Trump l'a appelé fat and je sais pas quoi. Après, c'est une histoire de Kim Kardashian qui était un match de basket et où on voit à un moment donné un visage où on comprend qu'elle comprend rien au match et il y a un focus sur son visage. Et ensuite, en dessous, c'est un enfant qui tombe d'un trampoline. C'était les 3 vidéos à la suite. Et quand j'ai vu ces 3 trucs, je me suis dit, mais aujourd'hui, un esprit qui est pas encore, tu vois, qui a 15 ans, qui est pas encore habitué à faire le tri entre les choses, etc., ces 3 informations, elles ont la même valeur, tu vois. Ouais. Et tu dis, ces 3 vidéos, elles sont ensemble sur Internet, là, et genre, c'est comme ça que tu dois créer ton cerveau, tu vois. Genre, il y a tout un grand pan que je voulais aborder avec toi là-dessus, c'est le traitement de l'information, ça va, suite logique de ça, on en parle souvent. On en a parlé un peu avec Rémi, j'en ai parlé aussi un petit peu récemment avec Seb et avec Hakim. Et là, je voulais rentrer dans le vrai sujet de la semaine, parce qu'aujourd'hui, en fait, le traitement de l'info, il est très compliqué, en fait. Le traitement par les gens ou par les journalistes ? C'est un grand tout, on sait pas en fait. Même les journalistes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu paumés. Tu vois, même Edoui Plenel, là, il s'est fait rencarder récemment. Alors, je sais pas, là, c'est très compliqué comme débat moral, encore une fois. Mais on sait plus en fait comment s'informer. Est-ce qu'il faudrait moins s'informer ? Tu vois, par exemple, mon petit frère qui est pour la destruction d'Internet, il dit que. Enfin, lui, il lit quasiment plus les news, quoi. Il dit que depuis, en fait, il est beaucoup mieux dans sa vie et dans sa tête, quoi. Moi, ça m'a fait ça le moment où j'ai arrêté de regarder la télé. Ouais. Et où même j'ai un peu arrêté de regarder les infos à la télé et tout, parce qu'à un moment, ça me polluait l'esprit et je me disais, putain, c'est chaud le monde et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et je sais plus qui c'est qui disait, j'ai vu un mec qui disait l'information, c'est marrant parce que c'est pas de l'information, c'est de l'exceptionnel en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu vois au JT, logiquement, ça va jamais t'arriver dans ta vie. Il y a que des trucs incroyables. Et en fait, sauf que comme c'est au JT et que c'est tous les jours, bah c'est dans le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'on essaie de te faire rentrer dans ton quotidien un truc qui ne l'est pas du tout. Et c'est pour ça que ça brouille vachement les pistes et que les gens ont l'impression que. Tout le monde a l'impression qu'il va être victime d'un attentat demain, tu vois. Alors qu'en fait, statistiquement, t'as plus de chances de mourir en tombant de ton tabouret chez toi, tu vois. Sauf que on n'en parle jamais à la télé, tu vois. Et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut, comme ton frère fait, à un moment, il faut couper. Et moi, je pense que c'est bien de choisir et d'être un peu plus dans. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Déjà, avant, t'achetais un journal. Donc, en fait, il fallait que tu choisisses quel journal tu voulais acheter. Ouais, donc parce que t'avais pas toutes les infos qui arrivaient, tu vois. Donc, en fait, les gens choisissaient par rapport plutôt à leur couleur politique. Donc, t'achetais Libé, t'achetais Le Figaro, t'achetais Le Monde. Et en fait, t'avais globalement une information qui était structurée par une rédaction. Sauf que maintenant, sur Internet, tout arrive via Facebook. Donc, les gens ne regardent plus l'origine des informations. Et c'est pour ça que tu retrouves des trucs absurdes. Et c'est en fait, les gens, en fait, au lieu de. Tu vas vers l'information et l'information, elle n'est pas tout le temps ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu vas aller vers une info, ça va pas te plaire. Maintenant, les gens, ils cherchent l'information qui les arrange. C'est-à-dire qu'ils disent, attends, les migrants, quand même, ils nous font chier, tu vois. Et ils vont taper les migrants nous font chier. Et ils vont trouver 45 articles de sites méga douteux avec des infos douteuses, mais ça va les rassurer dans leur avis. Alors que moi, l'information, elle est plus censée te bousculer que
Enfin, c'est normal, la vie va pas dans ton sens, tu vois. Mais... Et je pense qu'Internet et Facebook, parce qu'en fait maintenant les gens, 90% des gens ne s'informent que sur Facebook, est en train de pourrir la tête des gens. Et sans cliquer sur les liens, en plus, ils s'informent par les gros titres. Par les gros titres, sans regarder d'où vient le truc. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu trouves des gens très respectables qui partagent des articles du Gorafi au premier degré. Bah ça, on a tous... Moi, j'ai une expérience là-dessus. Moi aussi, j'ai des gens qui... vas-y, je te laisse. Ma première expérience avec le Gorafi, quand même, je l'ai jamais raconté, mais c'est quand même assez drôle. J'avais jamais connu ce site et c'était au moment de la passation entre Hollande et Sarko. Donc, le Gorafi, je sais pas combien de temps ça a, mais moi, du coup, c'est sûr, c'est en 2012. Et en fait, l'article, c'est... je connaissais pas du tout le Gorafi, attention, on remet dans le contexte. Hein. Et l'article, le gros titre, c'est Nicolas Sarkozy refuse de rendre la manette nucléaire à François Hollande. Et moi, je vois cet article et je le lis un peu et c'est fait en mode j'ai pas le Gorafi en tête et je connais pas le The Onion non plus. J'ai pas cette référence. Et j'arrive, je crois qu'il y avait un apéro sur les quais le soir, ou c'était un dîner, mais je crois que c'est un apéro sur les quais, où genre on est quelques potes et tout, et puis à un moment donné, je suis avec 4-5 potes et je prends la parole devant tout le monde, je monopolise l'attention et je dis mais d'ailleurs, vous vous rendez compte, Sarkozy qui a pas rendu la manette nucléaire à Hollande, genre c'est quand même ouf. Et ils font mais non mais c'est impossible. Et là je commence à rentrer dans un truc, mais les gars vous avez pas lu les news aujourd'hui, genre et je dis mais attendez, et là je vous dis je vais retrouver l'article, vous allez voir, et je commence à vraiment me chauffer, et là je commence à chercher sur mon téléphone, et là je vois Gorafi, et là en fait vraiment tu sais c'est comme dans les films Will Hunting où je vois tu sais les lettres changer et bouger devant moi, et Gorafi est devenu Figaro devant moi et j'ai fait oh mon dieu. Vous parlez de quoi, un peu changer de sujet s'il vous plaît. Et du coup le Gorafi effectivement ça a été la première fois où je me suis dit fais attention à ce que tu lis sur internet en fait, tu vois, genre vérifie tes sources. C'est la phrase de Michael Scott quoi, Wikipédia c'est bien parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut dedans et du coup on est sûr que c'est vrai. Mais moi c'est vrai que moi je dis souvent avec un pote, genre au moins lis l'URL de l'article que t'es en train de lire à haute voix, tu vois. Si tu dis genre non cet article je l'ai lu sans on veut ce qu'on veut qu'on sache vous cachez .machin.org, tu sais, t'achèterais pas un journal qui s'appelait comme ça, tu vois. Donc ça veut dire que... Super technique, je vais la répéter pour les auditeurs. Lisez à haute voix les articles, l'URL du site, tu vois. C'est une super technique. C'est vraiment genre, c'est marrant, j'ai lu ça sur Nouvel Ordre Mondial. Ça doit pas être tout à fait vrai, tu vois. Et encore, ce journal, il serait acheté par des gens, malheureusement. Mais tu sais, c'est... La vérité qu'on veut vous cacher. Ouais, mais il existe en plus, hein, c'est on sait ce qu'on veut qu'on sache, ou un truc comme ça. Mais tu sais que moi, ça c'est Dave Chappelle qui a dit un truc sur les complotistes, je trouve que c'est la meilleure phrase. Il dit juste un truc hyper chill, il dit les complotistes, c'est juste des gens qui parfois ont raison, mais la plupart du temps ils ont tort. Et je pense que c'est vraiment bien dit, quoi. C'est vraiment ça, je crois. Genre, c'est bon, ça, ouais. T'as sûrement raison parfois, mais t'as souvent tort en vrai, mec. Ok, bah écoute, le traitement de l'information, toi, t'as commencé avec... Enfin, YouTube, c'est vraiment un monde que tu connais bien. Ouais. Est-ce que tu veux parler de 2-3 projets que t'as sur YouTube, ou est-ce que tu veux parler du monde de YouTube en général Enfin, par exemple, je suis allé au YouTube Space récemment à Paris où t'as fait quoi j'ai fait la nuque de Macron pour une vidéo de Sébastien Marx qui était tournée au YouTube Space, et j'ai découvert un univers dans Paris, tu sais, où tu rentres dans un bâtiment parisien vraiment haussmannien, etc. Et tu rentres et en fait, chaque salle, c'est un univers différent. T'as l'impression d'être en VR dans cet endroit-là. Comment tu vois toi t'as lancé pas mal de chaînes, le t'as milieu pas mal de de projets, YouTube, de YouTube, de tout ça, genre aujourd'hui il y a de plus en plus de chaînes qui se lancent, il y a de plus en plus, toi t'as eu beaucoup de chaînes qui ont bien marché, etc. Comment j'ai vraiment ça a été par phase en fait. Au début j'y suis allé un peu à reculons, mais parce qu'en fait pour le contexte de la parodie du YouTubeuse beauté que je faisais sur masculin singulier, fallait que ce soit sur YouTube pour que la parodie soit parfaite entre guillemets. Et en fait, j'ai pris goût au truc parce que en fait, j'aimais bien l'interaction que tu avais avec les gens, la façon de parler. Puis j'ai découvert des youtubeurs et puis en fait, c'était cool. Après, il y a eu une phase où ça m'a un peu plus saoulé. Et là, maintenant, on va dire que je suis au stade où j'aime bien faire mes trucs de cuisine. J'aime bien faire le club et YouTube, qui est sur les 3 projets, on va dire, sur 2 chaînes. Ouais. Mais j'essaye plus de gagner un max d'abonnés. J'essaie plus de, tu vois, ces trucs fonctionnent et m'apportent des trucs hors de YouTube. Tu vois, j'ai bossé avec Vice, c'est sorti. Ouais, Vice. Je prépare un autre truc qui va sortir autour de la bouffe. Enfin, je prépare 2 autres trucs autour de la bouffe. Et ça me va en fait comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tant que j'ai pas besoin d'aller racoler pour avoir 100 000 abonnés, pour avoir des projets intéressants, tant que je peux rester à ce niveau-là et avoir des projets intéressants, c'est cool, tu vois. Mais il y a des gens par contre sur YouTube qui font ça pour. Enfin, tu vois, c'est un vrai game en fait, tu vois. Et des fois, ça peut être un peu fatigant, ouais. Mais justement, ça, tu arrives à un super point. Est-ce que maintenant, la clé aujourd'hui, là, on n'arrive pas à une nouvelle transition Internet et maintenant, c'est les gens qui sont vrais qui vont finir par, je pense, pas sortir. J'espère. Parce qu'en fait, non, mais il y a ce côté organique, quoi. Maintenant, effectivement, genre, mets un pouce à la. Enfin, on en parlait avec Sam Melia dans le dernier podcast, mais les gens lâchent plus leur like si facilement, tu vois. Maintenant, et je pense que c'est plutôt bien en vrai avec le recul, c'est que les gens, ils attendent de savoir, ils veulent vraiment. Pas te liker juste parce que t'as une tête sympa, c'est parce qu'ils veulent savoir ce que tu proposes. Je pense que surtout les gens, ils ont commencé à comprendre le principe des influenceurs, des partenariats, etc. Donc en fait, ils sont plus dubitatifs
Et je pense que du coup, à un moment, en fait, les marques, ils allaient voir, ils disaient, ouais, attends, on va prendre tous les youtubeurs qui ont 300 000 abonnés, on va tous leur filer des Pringles, et ils vont faire une photo et ça va être cool, on va vendre des Pringles, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marche plus, c'est un peu ridicule, et que les gens sont là, genre, ok, on a vu, tu vois. Et maintenant, je pense qu'ils ont plus envie de bosser avec des gens qui n'ont pas forcément une communauté de ouf, mais qui ont un truc à défendre, ont une vraie identité et vont travailler le partenariat et travailler le truc pour que ça aille dans le sens de ces trucs-là, tu vois. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on m'a contacté. Enfin, moi, tous les gens qui m'ont contacté pour travailler avec eux, ils m'ont jamais mis en avant le fait que j'avais une communauté et de l'influence, parce que j'en ai pas tant que la majorité. Enfin, tu vois, je suis quand même dans le bas du truc. Mais ce qu'ils aimaient bien, c'était le fait que les vidéos soient qualitatives, que le propos soit cool, que je dégage quelque chose d'intéressant, et ils sont plus sur la personne que sur l'influence. Et je pense que c'est peut-être la deuxième vague qui va arriver aussi, quoi. Ok. Parce qu'il y avait une analyse, moi je crois que c'est dans le dernier album d'Orelsan qui a une punchline comme ça, et il y a une analyse qui va dans ce sens-là de je sais plus qui récemment qui dit en vrai de plus en plus les vidéos qui font 2 millions de vues c'est des vidéos qui méritent de faire 2 millions, enfin entre guillemets, tu vois, genre qu'il y a une connaissance, enfin moi j'ai argumenté dans le sens contraire récemment, mais par exemple quand Orelsan sort Basique, son clip oui, parce que c'est Orelsan. Si tu regardes les tendances YouTube aujourd'hui, t'as des vidéos qui sont infernales, quoi, et qui ne pas de faire 2 millions de vues, tu vois, des trucs qui sont soit les trucs de facho, soit des trucs qui tu vois, sont mythos, soit mais c'est pareil, c'est le truc du McDo, c'est-à-dire qu'en fait si tu dis aux gens YouTube, c'est ce qu'ils font, ils disent attendez, vous voulez allez, on fait quoi, on lit un livre ou on va jouer au foot, tu vois. Et les gens ils disent on va jouer au foot, tu vois. Et en fait c'est logique de la part des gens, mais je trouve que c'est con de la part de YouTube de pas faire un truc pour aider les contenus un peu plus pas forcément qualitatifs, mais qui sont peut-être plus enrichissants, quoi. Ok. Sans vouloir faire disparaître les contenus McDo, tu vois, mais juste essayer de pousser un peu le message de Guillaume là, c'est pousser un café au Losette YouTube s'il vous plaît, genre ça serait. Mais non, mais toi tu vas marcher sur les applications de podcast et tout, c'est pas sur YouTube que tu vas marcher. YouTube, ça pour l'instant, j'ai eu mon 100e abonné hier, figure-toi, sur ma page. Et ça se fête quand même. Félicitations, Louis. Merci Guillaume, j'attendais normalement c'était à la fin du podcast que tu veux me féliciter, mais bon, ça va maintenant. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à la mort de Facebook ? Ils sont trop forts pour qu'ils meurent, quoi, non ? J'ai demandé, tu sais que là je demande vraiment, je suis pas inquiet, mais en tant que stand-upper, là du coup je suis allé voir, il y a mon petit frère qui a donc 23 ans et un pote qui s'appelle Nicolas qui en a 33, donc vraiment un panel de 10 ans d'écart. Et les deux ne vont plus sur Facebook du tout maintenant, ils ont Messenger, ils disent voilà qu'est séparé, et du coup ils regardent leurs messages, mais ils disent on va plus du tout sur Facebook. Et du coup je lui disais, moi en tant que comédien, si jamais je fais un bon spectacle et tout, comment tu me connais ? Et ils s'expliquent bouche à oreille, mais en vrai les réseaux sociaux ça m'a saoulé, et je crois qu'on assiste quand même à tu vois, comme je dis sur scène, mais c'est juste un angle pour faire, enfin c'est pas encore assez affiné, mais que Facebook est mort le jour où les darons sont arrivés sur Facebook. Et il y a une partie de vrai là-dedans, c'est ce côté où ça... Enfin, aujourd'hui, on a tous par exemple un profil hyper clean parce qu'on a tous nos darons sur Facebook, tu vois. Il n'y a plus le côté où tu as une photo de toi qui vomit en fin de soirée en mode sur ton mur, tu sais, genre avec un commentaire de ton pote. Et moi, je pense qu'on est quand même peut-être en train. Enfin, quand tu ouvres Facebook aujourd'hui, c'est 9 vidéos sur 10 posts et c'est 7 qui sont nuls sur. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais j'ai l'impression que ça happe les gens et que ça les hypnotise. Même moi, des fois, je me surprends à être en train de scroller alors que je suis là, genre putain, j'ai autre chose à faire, j'ai des trucs mieux. Même pas des trucs forcément plus intelligents, juste des trucs mieux à faire, quoi. Là, ça m'intéresse pas. Il y a quelqu'un qui te parlait en parlant de Twitter, mais je pense que ça marche aussi, qui disait c'est marrant de Twitter parce que ça me permet à la fois de raconter des blagues, mais en plus de nourrir mon anxiété et mes peurs des autres. Et j'étais là, genre moi Twitter ça me fait ça, et c'est pour ça que maintenant j'y vais de moins en moins, parce que des fois je suis genre ah putain, mais il est con, tu vois. Et sur Facebook c'est pareil, tu vois, et je me dis mais arrête, en fait. J'ai réussi à le faire sur YouTube parce que pendant un moment j'avais avec mon pote Pierre, on avait un truc vraiment du hate watch, tu vois. Le hate watch c'est quand tu mates des vidéos pour te dire putain mais il est trop con, tu vois. Et Pierre il a un niveau de hate watch qui est incroyable, okay. Et moi je suis à 0 maintenant, tu vois. Okay. Et j'essaye de virer ça du Twitter et du Facebook. Maintenant j'ai vraiment une politique de je dégage les gens qui me saoulent. Je me remets dans ma bulle filtrante, nique sa mère. On a essayé de la percer, la bulle filtrante, et c'était l'enfer, tu vois. Donc maintenant on va se remettre dedans, et je mute vraiment les gens qui me saoulent. Si quelqu'un met un post trop relou, je dis bah tu sais quoi, on va rester amis, mais je vais pas m'abonner. Je veux vraiment avoir un truc qui soit pas anxiogène ou pas relou. Ça veut pas dire que je veux pas les avis contraires, mais à un moment si ton avis contraire c'est un avis anti-vax, bah casse-toi, tu vois. Enfin je veux dire, on discutera ensemble, mais en plus ce sera pas sur internet qu'on le fera, tu vois, parce que ça arrivera rien, tu vois. Donc la mort de Facebook, je pense que c'est plus la mort. En fait, je pense que vu que les gens ils ont pas su se tenir, tu vois, comme je disais, la morale et tout, ils ont pas su se tenir, et maintenant ça part direct en insulte, ça part direct en truc outrancier. Je voyais François Ruffin qui est passé chez Demorand, et où Demorand en fait, que
que j'aime pas spécialement, mais qui joue son rôle en fait de journaliste contradicteur et qui est plutôt bon dans ce rôle-là parce qu'il arrive à vraiment dire, en gros, c'est sur les labos pharmaceutiques et Demorand il dit à un moment. Mais c'est génial Sanofi, ça a créé des emplois, tu vois, et évidemment il dit ça pour faire réagir Ruffin, tu vois, que je pense pas que lui le pense sincèrement, le mec il est pas con Demorand, tu vois. Et donc Ruffin a réagi, il dit mais non, vous racontez n'importe quoi, et ça crée un vrai dialogue, tu vois. Et Ruffin a été obligé de faire une vidéo sur sa page Facebook pour dire aux gens, les gens qui me suivent, je vous explique le principe, il a fait ça pour être en contradiction, c'est son rôle, machin, et partez pas en insulte directe, quoi. Soyez pas là. Et c'est vrai que tu dis, putain, mais c'est vrai que même dans le public, des gens qui suivent François Ruffin, donc j'imagine que c'est pas quand même, ça reste des gens quand même qui lisent Télérama, tu vois, je pense, tu vois. Il y a déjà des gens qui sont là, genre, ouais, fils de pute et tout, tu vois. C'est chaud, et tu te dis, en fait, je pense que c'est ça qui va signer la mort de Facebook, c'est qu'à un moment, bah, c'est plus un réseau social s'il y a rien de social, en fait. Et puis là, tu mets aussi le point sur un truc hyper important qui change. Enfin, moi, je market un peu un Café au 7 en disant que c'est un contenu 100% sans clash et que je pense que le pas de clash aujourd'hui, c'est très rare. Et c'est quoi? Il y a un truc qui est arrivé récemment. On n'est pas couché. Je regarde tout le temps les interviews politiques parce que je trouve que c'est intéressant et ça montre un peu le nouveau visage des politiques d'aujourd'hui. Il y a un mec qui est très intéressant qui s'appelle Thierry Solers, qui est plutôt de droite, mais qui s'est. Qui a l'air plutôt logique dans son truc, qui dit comme pas mal de politiques aujourd'hui, de droite ou de gauche réunis, qu'il faut que Macron réussisse. Pas parce qu'il aime forcément beaucoup Macron, mais parce que si Macron réussit pas son quinquennat, bah, l'alternance il se fera dans les extrêmes en 2022 et ça sera chaud pour notre gueule. Du coup il veut, donc il dit tout ça et il a un discours très cohérent et donc Yann Moix et Christine Angot essayent de le pousser pour que ça parte et à un moment donné il voit vraiment qu'il y a des bonnes réponses, il arrive même à avoir un sourire de Ruquier en mode vraiment il devient hyper consensuel et le micro est pas coupé, donc je pense que Catherine Barma, la productrice de l'émission, l'a laissé volontairement, mais t'entends vraiment à un moment donné, donc il y a Thierry Solers qui parle et t'entends Moix qui dit en off à son micro à Christine Angot, ça va pas être facile ce soir. Et c'est vraiment ça va pas être facile de créer les 5 minutes de clash dont on a besoin pour que la vidéo tourne demain, tu vois. Et tu les vois après qui vont de plus en plus. Alors, vous avez pas dit nazi quand vous aviez 12 ans, genre quoi? Vous êtes branlé devant des meufs ou parce que là j'ai rien du tout là, c'est chiant votre truc là. Non mais ça c'est moi ce principe d'avoir, tu vois, c'est par cynisme, c'est exactement comme on parlait de la une de Cantat tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait Ruquier il sait que pour faire de l'audience il va falloir qu'il invite des chroniqueurs qui racontent de la merde et qui polluent l'esprit des gens juste pour avoir son petit clash à mettre sur YouTube, tu vois. Et Yann Moix qui est, alors tu parlais de Wauquiez, moi Yann Moix je pense que c'est un Yann Moix, je pense que c'est un mec qui a un cerveau différent d'une autre. Je pense que c'est un malade. Enfin, je pense que c'est un mec qui pense différemment en fait, qui a trop lu. Je vais pas dire parce que c'est méchant pour. Ouais, je pense que mais je crois qu'il a une histoire horrible ce mec. Et je crois que c'est juste un mec qui est sûrement brillant dans sa façon d'être brillant, quoi. Genre, c'est un très bon écrivain par exemple. Oui, mais en fait le truc c'est le principe plus en tant que rôle de chroniqueur. Ouais, en fait, le mec il dit parce qu'en fait à un moment je sais plus ce qu'il avait dit, mais il avait dit une horreur et les gens sur Twitter avaient dit ah non mais là je viens vraiment de dire une horreur quoi. Et il avait dit, de toute façon, sur Twitter, c'est que l'endroit où il y a des fachos et je sais pas, des débiles mentaux, tu vois. Et tu te dis, t'es en train de gueuler parce qu'un truc essaie de te piquer au vif, alors que c'est littéralement ce que tu fais comme travail, tu vois. Et moi, ça m'énerve, tu vois. Et c'est pareil que Ardisson qui essaie de faire des interviews par cynisme où il va dire, inviter Lagerfeld, qui va dire des horreurs sur les migrants, qui va les comparer à l'Allemagne nazie et aux Juifs. Michel Leb qui fait l'accent africain où tu dis non mais est-ce qu'on est obligé de créer ce monde, enfin retire-toi, c'est comme Plantu en fait, c'est comme tu disais et j'ai pas rebondi d'ailleurs tout à l'heure quand tu parlais des idoles en disant est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une génération qui est en train de tuer les gens de 40 ans et plus. Qui a pourri le monde? C'est les baby boomers, tu vois, c'est ceux qui ont déréglé l'économie, déréglé l'écologie, qui ont acheté une maison et qui nous disaient tous quand on était jeunes, je sais pas si t'as déjà entendu cette phrase de ouais mais vous allez galérer plus tard, hein. Nous on est les derniers propriétaires, tu vois, et tu fais genre ah bah si merde, la faute à qui, tu vois. Et c'est des mecs comme ça qui lâchent pas leur poste et qui font des trucs de méga réac, qui font des trucs comme inviter Michel Leb pour faire l'accent africain, et quand t'as des jeunes qui disent ouais bah l'accent africain on peut plus le faire parce que quand même c'est chaud, enfin c'est ridicule, il faut genre on peut plus rien dire. Non les gars, vous êtes trop vieux, rangez-vous sur le côté du terrain et dégagez, tu vois. Eux ils ont l'impression d'avoir lutté pour des trucs et d'être arrivés à un stade où en fait ça marche, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont lutté pour le droit de vote des femmes, pour le droit de vote des homosexuels, pour plein de trucs comme ça. Et sauf que nous on arrive en disant ah en fait il reste des trucs que vous avez oubliés, genre le racisme, genre les droits des trans, genre des trucs comme ça. Ils sont là genre ah vous nous faites chier, tu vois. Et en fait alors que l'ordre de leur guerre, c'est de dire genre c'est plus leur guerre, ouais non mais je comprends complètement. Et ça c'est le discours de Selma d'Obama que je conseille à tout le monde en 2015 où il dit exactement ça. Il dit ceux qui pensent que valait mieux vivre dans les années 50 que maintenant ils se trompent parce qu'on a fait vachement de changements positifs, mais ceux qui pensent aujourd'hui qu'on a tout fait se trompent aussi parce qu'il faut que ça continue à avancer. Et je pense qu'aujourd'hui le rôle de tu vois, j'avais noté ça en avant-dernière question, mais moi j'ai vu le film sur Tupac récemment. Est-ce que notre génération on n'est pas aussi, en fait on fait semblant qu'on fait plein de trucs, on est place de la République H24, on gueule, on machin. Un jour
t'avais participé à un événement Tous Place de la République pour l'arrivée de Donald Trump à Paris et je t'avais envoyé. J'étais allé. Et du coup, je t'avais envoyé un message. T'étais tout seul? Il y avait 100 personnes, quoi. Et je t'avais envoyé un message en disant tout ne se résout pas en place de la République. Ça, je me rappelle. Mais c'était une blague parce que c'est bien d'être engagé. Mais ce que je veux dire, c'est que notre génération, c'est pas le moment où on doit juste faire plus et peut-être assumer. Enfin, tu vois, Tupac, le jour où il dit bah écoute, nique sa mère, ça va être comme je le pense en fait. Je vais mettre des bandanas. Oh. Nique les codes de la mode. Voilà, je vais mettre des bandanas. Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que notre génération, effectivement, doit commencer à ouvrir le débat en disant les gars, on a besoin de votre savoir-faire. Ouais. Tu vois, par exemple, le fait que Macron soit président aujourd'hui, ou Trudeau, ou tous les gens de moins de 40 piges qui sont présidents dans des pays importants, moi, je les juge pas en tant que réussite ou pas réussite. Genre, ces gens-là, j'aime pas forcément en tant que politique par essence. Mais juste, il y a ce côté de me dire, je suis content d'avoir un mec qui sait au moins ce que c'est qu'Internet, parce que pour moi, élire un mec de 70 ans aujourd'hui, c'est ridicule. Il comprend pas le monde dans lequel on vit. Ça sert à rien, tu vois. Genre, je pense qu'il faut avoir un certain âge aujourd'hui pour comprendre, par exemple, ça c'était une question que je voulais te poser, mais le changement du paradigme du monde du travail, par exemple, à cause d'Internet, le fait qu'on perde des emplois de plus en plus. Enfin, tu vois, les gens qui disent, ouais, mais mon usine... On en gagne aussi, quoi. On en gagne aussi et on gagne des opportunités et c'est surtout un monde qui change en fait. Le changement fait peur aux gens mais ça change radicalement tous les jours quasiment. Tous les jours t'as un nouveau changement, t'as des nouveaux emplois qui meurent, t'as des nouveaux gens qui sont à la merde. Mais est-ce que c'est pas plutôt la faute du libéralisme? Bah ça, après c'est un débat. Moi je pense que c'est la faute d'un truc combiné effectivement, genre le libéralisme a gagné contre le communisme et je pense que ce serait le temps d'injecter un peu de communisme dans le libéralisme, mais ça après c'est... Enfin le revenu universel par exemple, moi c'est ce que j'avais une blague là-dessus, j'ai très très peur que un jour à 70 ans, quand j'ai 70 ans, j'allume ma télé du futur et qu'il y ait quelqu'un qui dise bon bah ça y est, le même jour on a le revenu universel, on a trouvé le vaccin contre le sida et moi je suis en mode non, vous pouviez pas faire ça quand j'avais 30 piges putain, genre qu'est-ce qui c'est, pourquoi vous faites ça si tard, tu vois, j'ai l'impression qu'on perd du temps en fait, voilà c'est ça mon analyse. Et moi c'est ce que je me suis dit quand Trump a été élu, je me suis dit merde on vient de perdre 4 ans. On va perdre du temps, ouais, c'est-à-dire qu'en fait juste on va passer du temps parce qu'en fait je suis même pas sûr qu'il soit toxique dans le sens où rien de ce qu'il essaie de faire tout échoue, tu vois, ou en tout cas une bonne partie, genre le mur tout échoue, hein, pas tout échoue. Tout échoue. Non mais vraiment tu vois le mur il arrivera jamais. Oui c'est débile ouais. Ça truc là sur le Medicaid là, la sécurité sociale ça passe jamais en fait tu vois, mais par contre juste on perd du temps tu vois. C'est-à-dire on est juste en train, enfin en fait je suis pas américain, mais on est. Ah mais ça par contre moi le monde est complètement en train de, enfin une partie du monde est complètement en train d'essayer de dire ah putain vas-y. De toute façon, dans 3 ans, vous allez changer de président, vous allez revenir dans l'accord pour le climat et tout. Mais non, moi, j'avais un angle là-dessus. C'est là, tu as dit, je suis pas américain, mais moi, j'ai envie de dire, on a élu Donald Trump. Et quand je dis on, j'ai pas envie de nous exclure. Le monde d'aujourd'hui a élu Donald Trump. Hein. C'est oui, pas, oui, bien sûr. Les Américains ont mis d'un vote, mais on a tous élu Donald Trump dans le monde dans lequel il va aujourd'hui. Tu vois, genre, on mérite pas mieux que Donald Trump en président de la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, vu comme on voit le monde tel qu'il est. Tu vois. C'est vrai. Et je pense qu'on était très chanceux d'avoir Obama. Mais bon, après, voilà, ça c'est un autre débat. Écoute, est-ce qu'il y a un sujet, toi, que tu voudrais aborder parce que j'ai un peu imposé mes sujets? Est-ce qu'il y a un truc C'est le but de ton émission, Louis. Oui, mais je sais pas, toi, t'as beaucoup d'émissions, éditorialement, t'as des choses à dire, etc. Est-ce qu'il y a un sur truc... Internet? En général, peut-être aussi, comme tu veux. Après, je te poserai la dernière question que tu connais. Que je connais, ouais. Bah, du coup, je vais te la poser, Guillaume. On va pouvoir peut-être débattre un peu dessus, mais je pose cette question à chaque fin de podcast et du coup, je vais te la poser, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu souhaiterais, à la prochaine génération, Guillaume, après tout ce qu'on vient de dire, et peut-être en dehors de ce qu'on vient de dire d'ailleurs? Est-ce que y a ce que je veux et ce qui va vraiment se passer? On peut faire les deux, vas-y. Moi, j'aimerais bien que donc la prochaine génération, c'est nos enfants. J'espère. Qui se disent, en fait, qui se rendent pas compte que c'est cool, tu vois. Que le monde soit un endroit bien et qu'ils aient l'impression que c'est normal. Okay. Et qu'ils se disent pas, qu'ils nous remercient pas, tu vois. Qu'ils se disent pas, putain, heureusement que nos parents ils ont fait ça, parce que, enfin, on s'en fout, tu vois. Juste que le monde soit équilibré et qu'ils aient encore quelques trucs pour lutter, parce que c'est quand même bien d'avoir des luttes et des trucs de l'espoir, mais qu'en tout cas les trucs soient réglés et qu'ils soient pas là en train de se dire, putain, on va pas faire d'enfants parce qu'en fait, on va mourir à 70 ans, parce qu'en fait, la planète va mourir. Mais je pense pas. Ouais, je pense que ce qui va faire se passer, que le c'est cool d'aujourd'hui devienne le normal. En fait, attends, je vais même mieux le dire. Vas-y. J'aimerais qu'ils aient envie d'avoir une génération après eux, tu vois. Oh. Et pas qu'ils se disent, parce que nous on se le dit déjà un peu, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est deep, genre... c'est deep, tu m'as touché là, Guillaume. C'est vrai. en vrai, là je fais un mini blague, mais en vrai je vois ce que tu veux dire exactement. Parce que tu t'es déjà posé la question de te dire, est-ce que je veux faire un enfant, mais est-ce que c'est responsable de faire un enfant? Moi c'est même pas je pense que j'ai mis le responsable dans ma réflexion, mais ça c'est un truc que j'ai déjà exprimé dans le podcast et que j'ai déjà exprimé à des gens. C'est
pour la première fois de ma vie, il y a quelques mois, je me suis fait réflexion de et si j'avais pas d'enfant, chose que je m'étais jamais dite avant parce que moi je suis quelqu'un de famille. Pour des raisons sociétales. De tout, sociétal, même de moi, de la vie, comment elle tourne. Est-ce que je me suis demandé. Alors après, je pense que quand t'aimes quelqu'un, j'ai jamais ma dernière relation longue date d'il y a un petit peu de temps et ça fait longtemps que j'ai pas eu. Enfin, je pense qu'à un moment donné, l'amour est tellement fort que ça devient limite un acte irrationnel. Enfin, irrationnel, pas pour dire que c'est pas rationnel, mais un acte non réfléchi. Tu vois, genre, ça devient une volonté plus forte que ça de vouloir un enfant. Mais si t'enlèves tout ça et que tu gardes juste l'idée de, parce que t'imagines, c'est vrai que tu dis genre. Tadam, voilà le monde que je te présente. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Peut-être que tu as. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens. Vous êtes beaucoup. Ils font n'importe quoi. Mais kiff. Mais après d'un côté, tu peux te dire aussi. Après là, on se va arrêter sinon on va commencer à parler pendant 1 heure du sujet. Tu peux te dire aussi, vas-y, moi je vais essayer d'avoir un enfant pour essayer d'en faire une des meilleures personnes possibles. Bah, c'est ça. Et une des meilleures personnes possibles, ça veut pas dire je vais en faire. Parce qu'il y a des gens qui veulent en faire un tyran. Non, juste quelqu'un qui soit bienveillant avec beaucoup de gens. Une majorité, parce que je veux pas tout dans le truc de genre gentil avec tout le monde, non, juste bienveillant avec beaucoup de gens, qui fassent des bonnes choses et qu'en tout cas ma pierre à l'édifice soit une jolie pierre à l'édifice. C'est ça. Mais dans les valeurs, par exemple, ça revient juste vite fait sur Internet, on repartira sur une nouvelle génération, mais ça c'est un vrai truc, c'est que je pense qu'avec la génération Internet, il y a un truc qu'on a oublié dans notre génération qui est important à changer de braquet, c'est que on nous a appris à aimer avant de respecter en fait. Et ça je pense que c'est ce qu'il faut dire à la nouvelle génération, c'est qu'en fait respecter avant d'aimer. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous êtes obligé de respecter entre guillemets. Du coup, tu vois, genre le logo sur Facebook, le logo respecter. Non mais ouais c'est ça. Il y aurait aimé, il y a je respecte. C'est le sale. Hein. Ouais. on a pas les images. Ouais, c'est l'emoji doit faire pouce index fermé, très cher à Joseph Roussin. Voilà exactement parce que moi je pense qu'on est une génération aujourd'hui où on dit ouais j'aime ou j'aime pas ou lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. Mais les gars, c'est pas ça le but. Respecter les gens respectables, lutter contre les gens non respectables et après aimer ce que vous voulez aimer. Et je pense que la nouvelle génération, elle devrait peut-être apprendre ça. Mais du coup, pour en revenir à toi, ça c'est ce que tu souhaites à la nouvelle génération, de ce qu'ils se rendent pas compte que c'est qu'ils cool. aient envie de continuer quoi. Et donc, ça, c'est la phrase forte que la prochaine génération ait envie qu'il y ait une prochaine génération. Ouais. Ça, c'est la phrase forte. Et du coup, tu avais un deuxième angle de ce que tu voulais aborder. Non, après, je disais qu'en fait, la réalité, à mon avis, ce sera pas ça. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis un peu pessimiste. Mais pourquoi t'es pessimiste ? Pour l'instant, je trouve ça décroît. Enfin, je veux dire, il y a pas le moment où on se dit, ok, putain, on est sur la bonne voie, tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression, tu vois. Mais le fait que les femmes prennent la parole avec le hashtag MeToo, le fait qu'il y a un grand ménage entre guillemets des gens respectables et non respectables. Justement, je pense que d'ailleurs, ce qui se passe avec Louis C.K. et tout et ce qu'on avait dit, c'est vraiment qu'on réapprend à dire. Ah oui, mais en fait, on l'a aimé avant de savoir s'il était respectable. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, faut qu'on réapprenne. On a un bon truc, c'est un bon truc. Là, on tient 2 bons trucs. Louis, on va écrire un bouquin. Aimer avant d'être respectable. Mais du coup, ok, donc il y a ça. Et du coup, la nouvelle génération, après, tu penses que toi, ça va pas être ça dans les faits et qu'il va y avoir. Non, je sais pas. J'imagine qu'au moment où il y a eu la guerre froide et la création des bombes atomiques, nos parents ont dit la même chose, tu vois. Donc, le mal du siècle. Je pense qu'on est dans une ère un peu nihiliste, mais après, potentiellement, peut-être que dans 10 ans, on sera dans une espèce de 30 glorieuses où tout le monde se jettera des fleurs et ce sera génial, tu vois. C'est tellement imprévisible, de toute façon. C'est très imprévisible. Avec cette idée, effectivement, que c'est dur aujourd'hui de savoir effectivement, ce qui va se passer. Toute dernière question pour conclure le truc. On a parlé d'Internet. Moi, ce qui me passionne avec Internet, c'est l'idée qu'en fait, la veille que Internet sort, on va dire s'il y a eu un jour de lancement d'Internet, la veille, tous les gens qui n'ont pas travaillé sur ce projet-là ne conceptualisaient même pas l'idée d'Internet. Tu vois, il n'y avait pas l'idée d'Internet, il n'y avait pas quand est-ce qu'Internet va arriver, comme on parle de la télétransportation, de la transportation aujourd'hui, quand on parle de voitures électriques, des choses comme ça, on l'imagine, mais Internet n'était même pas dans l'idée des gens. Est-ce que tu as une idée du prochain Internet ? Je veux dire qu'on n'a même pas... Imagine, je le dis vraiment, ça existe et on se dit putain, c'est un génie. Voilà, c'est pour ça que je te donne la possibilité d'être un génie, Guillaume. Et ça sera Tu me laisses 30 secondes de réflexion ? 30 secondes. Tant que j'invente le prochain truc. Qui sera coupé au montage. Tente un coup, t'as rien à perdre. Au pire, c'est la fin, il y a déjà 60% des gens qui ont lâché. Je sais pas, non, je pense que ce sera... Si ça se trouve, c'est peut-être un truc une espèce de peut-être une nouvelle drogue. Un truc qui nous permettra qui jouera pas sur la communication ni la transmission, mais plus sur l'émotion. Et un truc qui nous fera. Tu sais, le mec qui a inventé la MDMA, c'est un mec qui s'appelle Alexander Shulgin, je crois. Peut-être j'ai une énorme connerie, mais le mec qui a inventé la MDMA, c'est un mec qui a inventé des drogues, ce qui est gueudin comme taf, tu vois. Et c'est lui qui a inventé la MDMA et plein d'autres drogues. Et
Et il a dit dans une interview un jour, on lui a demandé est-ce qu'il y a une drogue que vous avez jamais commercialisée, parce qu'en fait une fois qu'il a inventé la molécule, il l'a fait passer sur des trucs de réseau de drogue, tu vois, et des mecs après ça se retrouve partout, tu vois. Et tu vois, il y en a une que j'ai jamais fait sortir parce qu'elle me fait beaucoup trop peur. Je l'ai appelée la drogue du pouvoir, et celle-là je pense qu'elle pourrait ruiner l'humanité, tu vois. Et tu te dis putain, de quoi il parle, et tu dis la drogue du pouvoir, tu dis en fait après je dis ouais, mais peut-être qu'en fait ça doit créer une espèce d'envie ultime de fascisme aux gens, tu vois. Et on serait tous fascistes, et ce serait nul. Mais je pense que ouais, à mon avis, vas-y, on va dire que le prochain truc, ça va être un truc qui va être comme une drogue. Ça veut pas dire une drogue, mais un truc qui va être lié à l'émotion qui va changer ce truc. On pourra peut-être avoir accès à une émotion en particulier de manière beaucoup plus facile. Donc ça va très bien. Ça va être une belle conclusion, c'est-à-dire qu'on souhaite à la fois que la nouvelle génération ait envie d'avoir une nouvelle génération, qu'elle apprenne à respecter avant d'aimer, et qu'elle ait potentiellement accès à une nouvelle drogue qui ne serait pas ne prenez pas de drogue interdite, mais que cette drogue-là serait légalisée parce que cette émotion serait ouf, et que du coup c'est un nouveau podcast qu'on doit faire. Qu'est-ce qui se passera quand cette drogue existera, tu vois. Écoute Guillaume, je t'invite pour l'épisode 21, puisque Zidane avait le numéro 21 à la Juve. Ça roule. Et du coup on reparlera de cette nouvelle drogue, et merci, en vrai c'était un super très cool. Je suis très content, et je suis content parce que peut-être c'est le seul épisode d'un Café Holo 7 où t'as pas prononcé une seule fois la phrase en 2017. Et je m'améliore à chaque épisode. Je pense, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu dois savoir que c'est bientôt la fin de 2017, donc tu fais une transition douce vers en 2018. Peut-être, mais en tout cas, peut-être que je l'ai dit aussi parce que j'étais hyper à l'aise avec toi, et du coup j'avais pas de type de langage. Moi aussi j'étais hyper à l'aise. En tout cas, écoute, on continue cette discussion hors micro, et merci d'être passé, Guillaume. C'est la dernière fois qu'on se parle. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté un Café Holo 7. Un Café Holo 7, c'était le 10e. Voilà, 10e semaine, 10e épisode. J'y tiens et je m'y tiens. Voilà, le but c'est vraiment de comprendre que voilà, une discussion d'1 heure avec des gens passionnés et qui ont juste envie de discuter, on peut arriver à des points de vue du type il faut que la nouvelle génération ait envie d'avoir une nouvelle génération, ou alors il faut apprendre à respecter les gens avant de les aimer, parce que si on détecte les gens respectables, on arrivera à créer un monde à notre image, et je pense que c'est très important. Du coup voilà, c'est ce genre de petites conclusions qu'on arrive à avoir en discutant autour d'un café Holo 7. Donc voilà, merci encore une fois à vous. Un podcast, encore une fois, ça s'écoute quand vous voulez. Si vous vous abonnez sur les applications de podcast des iPhones qui sont par défaut sur vos iPhones, ou sur vos applications Android que vous pouvez télécharger, ça télécharge des épisodes hors connexion, et ça vous permet d'écouter un Café Holo 7 dans votre voiture, dans le métro, quand vous faites vos courses, quand vous courez, quand vous faites la cuisine. Voilà, vous pouvez l'écouter en 1 fois, en 5 fois, vous pouvez vous arrêter au milieu, prendre un nouvel épisode en cours. Si vous découvrez tout juste un nouvel épisode, sachez qu'il n'y a pas besoin de reprendre depuis le début. Vous pouvez regarder les épisodes qui vous intéressent au début et puis rentrer dans l'univers si ça vous plaît. En tout cas, merci à vous, c'est grâce au bouche à oreille que ça continue à marcher, et c'est grâce à vos retours qui me donnent beaucoup de force pour continuer. Merci beaucoup à vous. Guillaume Malissen, qui était mon 10e invité, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur sa page Guillaume Malissen. Il fait du stand-up, il a la scène Dimanche Marrant, qui est une scène de stand-up à la brasserie Barbès, où vraiment le stand-up est à l'honneur là-bas. Voilà, c'est vraiment une scène où on rigole beaucoup et où le stand-up est dans la forme que j'aime fort. Donc bravo à Guillaume pour cette scène, et merci de m'inviter aussi souvent. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube avec tous ses projets annexes. Il a une chaîne qui s'appelle Hangover Cuisine. Il a une chaîne qui s'appelle Tutube, où il invite des gens à expliquer leurs émotions avec des vidéos YouTube. La première vidéo qu'ils ont vue, la vidéo qui les a plus marqués, la vidéo qui les a fait le plus rire, la vidéo qu'ils ont honte de regarder. Tutube, voilà, c'est une chaîne qui se consomme sans modération également. En milieu de semaine, il y aura un épisode un peu spécial qui va sortir. Soyez au rendez-vous, ça sortira mercredi ou jeudi, je sais pas encore exactement, il y a pas mal de boulot, mais je vais travailler pour ça. Et comme d'habitude, il y aura un nouveau Café Holo 7 avec un nouvel invité samedi prochain. Merci à vous, fort encore une fois d'être là. Merci à Alicia et John qui créent toute l'identité visuelle d'un Café Holo 7 depuis le début, et je pense que sans eux ce projet n'en serait pas là, et j'aurais peut-être même pas lancé le projet sans eux. Donc vraiment merci à eux. Merci à Pierre Chagnon aussi qui crée toute l'identité sonore d'un Café Holo 7. Grâce à lui j'ai une identité sonore et que c'est quelqu'un de très talentueux qui va bientôt d'ailleurs lancer sa page SoundCloud, qui va bientôt vous pourrez bientôt suivre Pierre Chagnon, et il fait des sons vraiment de ouf, donc je vous conseille vraiment de suivre Pierre Chagnon. Et on se voit milieu de semaine, enfin on s'écoute, enfin vous m'écoutez, vous m'avez compris, milieu de semaine pour l'épisode bonus qui va sortir. J'ai hâte que vous découvriez ça, et à samedi prochain également pour un nouveau Café Holo 7 avec un nouvel invité. Je vous laisse avec un discours qui m'inspire, et merci à vous encore une fois. Le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils savent plus très bien où ils en sont.
Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu saisis pas la petite racine ou le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement quelque part. On est tous un peu dément. Si tu saisis pas le petit point de démence de quelqu'un, alors j'ai peur ou je croche, ou au contraire, je suis bien content que le point de démence de quelqu'un, ce soit la source de son charme même.